Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de faire cette présentation dans le temps. Donc, mon propos, c'est de faire le point sur les premiers résultats d'un travail conduit par le pôle recherche et études au niveau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Bon, l'étude, il a deux objectifs, à la fois faire le point sur l'état des lieux en termes d'organisation générale, de modalités d'accès, de formation initiale et de conditions d'exercice des métiers, mais aussi établir un benchmark au niveau de 5 pays qui ont été retenus par le Conseil, à la fois pour des critères de comparabilité, mais aussi de prospective. Alors, les 4 domaines qui ont été investis par cette étude, ce sont 4. L'organisation générale des métiers, la formation des acteurs, les conditions d'exercice et la carrière professionnelle des acteurs. Bon, je ne vais pas pouvoir présenter les résultats par rapport à chaque métier, mais je vais essayer quand même de faire espèce de synthèse par rapport à 5 éléments. D'abord, des indicateurs globaux sur de quoi on parle, les métiers de l'éducation, de la formation, quelques éléments du benchmark, quelques conclusions en termes d'acquis à mettre à l'actif du système, les grands déficits et les défis qui restent, bien entendu, à relever. Alors, en termes d'indicateurs, moi j'ai retenu 2 indicateurs juste pour avoir une idée sur qu'est-ce que ça représente, ces métiers. Donc là, c'est d'abord le plus grand nombre d'acteurs au niveau des nomenclatures des métiers au Maroc, les métiers de l'éducation, non seulement par intérêt, mais aussi par quantité. C'est les plus importants parmi les métiers qui sont organisés. Il y a globalement, à travers l'analyse des textes réglementaires, il y a 5 catégories aux familles professionnelles, tout ce qui relève de l'enseignement et de la formation, l'encadrement et le contrôle pédagogique, l'orientation, la planification et l'éducation, la gestion et le contrôle matériel et financier, et enfin, tous les métiers qui relèvent de l'appui, à la fois administratif, pédagogique et financier. On a retenu tout à l'heure dans l'intervention de Monsieur le ministre qu'il y a une tendance pour ramener cette nomenclature à 4 pôles de métiers qu'il va falloir, bien sûr, redéfinir. Qualitativement, on constate également qu'il y a et c'est tout à fait normal, une prédominance du métier de l'enseignement à tous les niveaux. Bon, bien sûr, c'est différent selon les secteurs. Il est à hauteur de 90% pour le ministère de l'Éducation nationale. Il est à 56%. Ça aussi, ça mérite d'être examiné au niveau de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que les 46% sont affectés aux métiers, en tout cas autres que le rapport à l'étudiant et au métier de l'enseignement. 76% au niveau de la formation professionnelle, plus particulièrement au niveau de l'OFPPT, et 59% de l'enseignement original. Un autre constat, c'est que généralement, le profil d'entrée au métier de l'éducation, c'est-à-dire tous les métiers, se restructure à partir de l'entrée de base qui est au niveau de l'enseignement. Bon, c'est clair qu'il y a un déficit au niveau d'un certain nombre de corps, ça a été relevé tout à l'heure pour le corps de l'inspection, mais aussi le corps de l'orientation et de la planification qui ne représente respectivement que 0,6% de l'ensemble de ces métiers. Alors, les éléments du benchmark, mais là je voudrais juste préciser qu'on a essayé de mobiliser les résultats du benchmark pour un éclairage sur les problèmes qui nous concernent. C'est pour ça que les constats qui sont ici ont cette finalité et cet intérêt. D'abord, le constat général, c'est que
la plupart, et ça c'est des pays à la fois qui sont comparables, mais aussi des pays qui peuvent être retenus comme perspective, c'est la plupart des pays définissent ces métiers en termes de compétences, c'est-à-dire pas des missions génériques, mais en termes de compétences, à la fois en nombre, mais aussi en domaine. On parle de 16 compétences, de 4 compétences dans telle et telle et telle. En tout cas, les résultats, ils vont être dans le rendu final. Le statut des acteurs éducatifs, bien sûr, généralement, ce qu'on appelle des employés publics, mais pas nécessairement des fonctionnaires. Ça a été aussi un constat. Et des masses horaires hebdomadaires, ça relève des conditions du travail, qui sont de 18 à 22, mais en tout cas nettement inférieures aux masses horaires statutaires à notre niveau. L'accès à ces métiers, d'une manière générale, c'est un accès très sélectif, et on peut même dire que c'est un accès régulé. Ça veut dire qu'on n'accède pas, ça veut dire qu'il y a aussi une sélection, c'est les meilleurs encore dans ces pays qu'on a utilisés, qu'on a examinés, c'est les formes de sélection qui sont retenues, et globalement, la formation au métier de l'éducation est assurée par des structures qui relèvent de l'université. D'une manière générale, c'est l'université qui assure cette... Pour la formation des acteurs, bien sûr, il y a des variétés, mais ce qu'on a relevé, c'est qu'il y a 2 parcours de formation, je parle à l'exception de l'enseignement supérieur, qui coexistent maintenant au niveau de ces pays. Il y a ce qu'on peut appeler la formation consécutive, ça veut dire que c'est 3 à 5 ans de formation dans la discipline, suivie d'une année de formation à caractère pédagogique. C'est un peu le schéma qui existe chez nous. Mais il y a aussi des formations dites parallèles. On peut à la fois faire on peut faire à la fois la pédagogie et la préparation à une discipline. Ça, c'est juste pour illustrer l'outil de travail qui nous a permis de faire un certain nombre de... Alors, la formation continue, d'une manière générale, est considérée comme un devoir professionnel de l'acteur éducatif, mais pas nécessairement une obligation statutaire de l'employeur. Ça veut dire un devoir, ça veut dire qu'on définit, dans certains pays, on fait davantage de formation continue, mais on ne réglemente pas nécessairement une durée au niveau du statut. Et généralement, la formation continue, il est axé sur l'amélioration des compétences, des connaissances, mais aussi la pratique du métier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la durée minimale n'est pas toujours conférée. Alors, en termes d'acquis, je vais aller un peu... J'en ai encore pour 5 minutes, Madame la Présidente. Très bien. Alors, pour les acquis, je pense qu'il y a, au niveau du Maroc, ça veut dire que des acquis, à la fois par rapport à notre expérience, mais aussi par rapport à ce qui est considéré comme une bonne pratique au niveau du benchmark. Alors, le rapprochement qui a été opéré récemment des corps statutaires des différents métiers, ça a permis davantage, en tout cas, c'est ce qui se dit au niveau des documents, davantage de cohérence et de simplification au niveau de la gestion des carrières. Il y a également un rehaussement des prérequis de formation pour l'accès au métier de l'éducation. D'une manière, je crois qu'on est passé du niveau bac au bac. Maintenant, on est quand même à bac plus 2, licence et master pour un certain nombre de métiers. Ça nous place quand même à un niveau d'exigence comparable à la tendance internationale sur le plan théorique. Il y a effectivement l'ouverture de l'université avec l'accréditation d'un certain nombre de filières universitaires de l'éducation comme parcours de formation et une normalisation des durées de formation et des conditions d'accès dans les centres de formation des acteurs. Il y a également une
réorganisation de la formation, ça a été signalé tout à l'heure par notre ami Sessamadé. Je vais pas. En tout cas, il y a une réorganisation autour de 3 espaces supposés en tout cas être complémentaires, qui est l'université, les centres de formation des acteurs relevant de l'éducation nationale et les établissements scolaires comme étant des terrains d'application. On parle également de l'introduction de l'alternance dans le cursus de formation et le développement dans certains secteurs. Bon, je crois qu'on a relevé au niveau de l'enseignement supérieur, mais aussi au niveau de la formation professionnelle et plus particulièrement dans ce qu'on appelle les centres à gestion déléguée. On a remarqué le développement des pratiques et d'outils appropriés de gestion prévisionnelle des ressources humaines, en tout cas qui sont basés sur des répertoires emploi, métiers et répertoires de compétences. En termes de déficit, il y a la persistance d'une logique statutaire qui, je crois, calque pratiquement sur l'esprit et sur les règles de la fonction publique et qui commence à poser un certain nombre de problèmes. Et le corollaire, c'est l'absence d'une véritable professionnalisation appuyée bien sûr par des référentiels nationaux de métiers. Il y a au niveau de la gestion encore le poids de l'administration centrale dans la définition et la conduite des politiques publiques, notamment en matière de recrutement et de formation des acteurs. Une gouvernance encore lacunaire des structures de formation et de mise à niveau des acteurs et c'est surtout l'absence de mécanismes institutionnels de coordination des activités des acteurs et de communication au plan national et régional. Bon, le déficit des ressources humaines en nombre et en profil, c'est illustré au niveau des statistiques par à la fois des masses horaires statutaires élevées, mais aussi des ratios d'encadrement, une répartition inégale, mais également un climat d'exercice des métiers et d'apprentissage qui fait partie des conditions du travail et qui est marqué par des problèmes de discipline et d'incivisme. Là, le rapport du Conseil, sur la base des enquêtes Teams et Pearls, il en a fait le point. Il y a également le panel ménage de l'Observatoire. M. Blumkhtar tout à l'heure, il en a dit un mot sur cette dimension. La gestion des ressources humaines semble davantage soumise aux contraintes administratives et budgétaires que aux impératifs du rendement. Et la formation continue et la contribution à la recherche. Vous pouvez donc je termine, très bien. Alors je vais juste annoncer, au regard de ce constat, il me semble qu'il y a 2 enjeux majeurs. En tout cas, il va falloir qu'on approfondisse la discussion. C'est cette histoire de consécration de la professionnalisation. Mais là, dans l'organisation institutionnelle. Bon, on a testé, on a fait des expériences. Là, il va falloir qu'on inscrit cette professionnalisation, je crois, dans les statuts qui sont en cours de préparation. Le deuxième enjeu qui me semble aussi essentiel et qui a fait défaut au niveau de la mise en œuvre de la première réforme, c'est la mobilisation des acteurs autour de cette question de réforme. Je crois qu'il y a là aussi des enquêtes qui montrent qu'il n'y a pas assez de mobilisation. Au niveau des défis, bon, je crois qu'ils ont été déjà, mais il me semble qu'il y en a 2. D'abord pour le personnel, actuellement. Là, bon, le ministre tout à l'heure, il a dit qu'ils ont initié, mais je pense que c'est-à-dire la définition d'un contour de ce que le Conseil a qualifié de programme intensif de mise à niveau, il faut qu'il soit absolument mis en œuvre. Et le deuxième défi, je pense, c'est pour la génération future, et ça renvoie à tous les matériaux qu'on a discutés. Je vous remercie.